Bonjour Mathieu Mandard. Bonjour Jean-Philippe Denis. Mathieu Mandard, vous êtes maître de conférence à l'université Rennes 1, CREM, qui est une UMR CNRS. Oui. Article dans la revue française de gestion. Pourquoi défendre les revues de gestion françaises? Alors, revue française de gestion, pourquoi défendre les revues de gestion françaises? On va discuter avec vous un peu de cette revue des arguments en faveur de nos revues que vous proposez. Alors, peut-être l'origine de ce texte. Alors en fait, il y a un problème qui se pose dans sciences de gestion comme ailleurs depuis quelques décennies, qui est celui de l'hégémonie anglo-saxonne sur le monde de la recherche, quoi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un phénomène qui est quand même relativement récent. En fait, historiquement, il n'y avait pas d'hégémonie linguistique. Il y a toujours eu des langues comme le latin, comme l'allemand, comme le russe, le français ou donc l'anglais, qui étaient importantes, mais sans aucune se détache. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'en fait, dans les années 70-80, pour différentes raisons, on a l'anglais qui s'impose. Et puis cette situation, elle se retrouve entérinée au début des années 2000, en fait, avec des classements internationaux qui imposent l'anglais, qui l'affirment en tant que langue majeure. Et puis ça se révèle d'ailleurs en sciences de gestion en France avec deux classements. Le classement CNRS en 2003 et le classement FNEJ en 2011 qui affirme l'hégémonie, enfin la prééminence des revues anglo-saxonnes dans notre discipline. Avec le débat très récent sur le rang 1, le plafond de verre du rang 1, c'est-à-dire aucune revue de langue française classée au plus haut niveau. Tout à fait. Dans ces différents classements. Exactement. Voilà. Alors, premier intérêt de votre article, il y a de multiples intérêts, on va le voir. Premier intérêt, c'est que vous rappelez que c'est une contestation très ancienne. Oui, alors en fait, dans notre discipline, la contestation, elle a émergé en même temps qu'il y a eu ce premier classement du CNRS, puisque dès la fin de l'année 2003, en fait, Michel Berry, Jean-François Chanlat et Yvon Pesqueux lancent une pétition pour demander sa remise en question. Pétition qui est confirmée par une tribune de Michel Berry en 2004 dans le journal Le Monde, qui insiste. Et puis ce sujet, en fait, il est renouvelé en 2019 dans une tribune, elle aussi, enfin dans une pétition associée à une tribune, elle aussi parue dans le journal Le Monde, pétition signée par plusieurs centaines de collègues qui remettent en question donc cette hégémonie anglo-saxonne et qui demandent encore une fois de valoriser les revues de gestion françaises. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est pourquoi tout ce monde-là se mobilise? Quels sont les enjeux associés à une production de langue française? Eh bien, en fait, des enjeux, il y en a plusieurs. En gros, si on synthétise le débat, il y en a 4. Il y en a 2 qui sont très souvent évoqués. À chaque fois qu'ils vont revenir dans tous les discours, il va y avoir un enjeu d'ordre épistémique. Défendre nos revues, c'est défendre notre recherche. Et plus précisément, nos terrains, nos méthodologies et nos auteurs. Il y a un autre enjeu également qui revient très souvent, c'est un enjeu d'ordre linguistique. Défendre nos revues, c'est défendre le français. Et puis il y a 2 autres enjeux qui sont moins souvent exposés. Il y en a un qui est d'ordre politique, c'est-à-dire que les revues, c'est pas simplement qu'un support de publication, c'est un outil pour faire vivre des communautés scientifiques. Et donc on se rend compte que défendre nos revues, c'est défendre le dynamisme de nos communautés scientifiques. Et puis dernier enjeu, dans une certaine mesure, en fait, défendre les revues françaises, c'est défendre la France, enfin dans une certaine mesure, défendre d'une part l'industrie française de l'édition scientifique, chose qui est souvent relativement transparente pour des chercheurs. C'est-à-dire qu'on soumet un article et puis on est publié ou non, mais on ne voit pas le travail d'édition derrière, les maisons d'édition, les imprimeurs, les plateformes de diffusion qui travaillent derrière. Les secrétaires de rédaction, etc. etc. C'est tout à fait transparent. Et puis un deuxième enjeu, c'est de défendre la réputation scientifique de notre pays, de dire on est capable, on sait faire, de manière autonome, on peut porter des revues scientifiques et des dynamiques scientifiques d'envergure. Donc il y a 4 enjeux, voilà. Une formule qu'aime bien Michel Berry, je crois, c'est que la colonisation naît dans l'esprit du colonisé. Voilà. Je pense que c'est un bon résumé. Vous proposez des modalités d'action, peut-être, voilà, en disant comment peut-on agir finalement pour défendre nos revues françaises? En fait, il y a différents niveaux d'action qui sont possibles. Il y a tout d'abord au niveau des chercheurs. Chaque chercheur peut agir en participant, en faisant vivre les revues, en y publiant, en s'associant au comité d'évaluation, et puis également en les citant. Alors là, quand je dis ça, c'est pas du tout une invitation à ne cibler que les revues françaises, mais c'est à les faire coexister avec les revues anglo-saxonnes. Donc je propose pas, à l'instar d'autres, une logique d'enfermement, mais une logique de cohabitation. Deuxièmement, au niveau des revues, il y a tout un enjeu qui consiste à défendre pleinement les revues françaises, et on observe que certaines revues ne défendent toutes les implications seulement qu'en partie, c'est-à-dire que
elles vont tout de même défendre massivement des textes en anglais, et puis des postures méthodologiques et des théories qui sont plutôt d'influence anglo-saxonne. Et alors, si c'est un choix possible, à mon avis, il faut quand même faire attention à assurer pleinement la défense de tous les aspects liés à nos revues. Et puis, il y a un dernier point, c'est au niveau de nos institutions, et bien de voir à réviser leur classement. Alors, le classement du CNRS, qui était en vigueur depuis 2003, vient d'être abandonné, donc on va voir ce que ça va donner en termes de dynamique derrière. Le classement FNEJ est toujours existant, lui, donc l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ce modeste effort ajouté à quantité d'autres plus importants va enfin contribuer à quelque chose, quoi. Deux points en complément et pour finir. Le débat gronde, et notamment il y a une déclaration, la déclaration d'Helsinki, en faveur du plurilinguisme. Tout à fait. Précisément, là, on a une diversité de communautés nationales qui prennent à bras-le-corps le sujet en disant « ça suffit l'hégémonie anglo-saxonne, faut défendre le multilinguisme ». Oui, tout à fait. Alors en fait, on se rend compte qu'au-delà de la communauté française des chercheurs en gestion, quantité de pays et quantité de disciplines, en fait, s'élèvent pour dire il faut revendiquer une multiculturalité en termes de recherche scientifique, on ne peut pas en rester là. Et en fait, donc il y a des raisons d'être optimiste, parce qu'il y a vraiment un élan mondial en la faveur. Historiquement, c'était comme ça, donc pourquoi ne pas revenir au modèle d'avant? On verra comment ça va se passer à l'avenir. Deuxième point, pour compléter et peut-être poursuivre, un des éléments aussi, c'est qu'on sait très bien que dans les revues anglo-saxonnes, citer des travaux de langue française, c'est très compliqué. Oui. Des auteurs souvent nous le confient en disant, les évaluateurs nous disent, mais pourquoi citer un papier en français dans une revue anglophone? Donc c'est une perte de richesse pour tout le monde en fait. Que ce soit pour les Anglais qui ne peuvent pas accéder à nos travaux, comme pour nous qui ne pouvons pas aller chez eux, quoi, finalement. Très bien. Pourquoi défendre les revues de gestion françaises, une revue des arguments en faveur de nos revues? Merci Mathieu Mandard. Merci.